BFM Business et Tech Co présente Tech Co, la quotidienne. François Sorel. Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être là et bienvenue sur BFM Business Tech Co, la quotidienne. Depuis le Paris Air Forum, nous sommes ici à la Maison de la Mutualité pour parler de spatial, d'aéronautique avec, vous allez voir, des invités passionnants. Dans quelques instants, on va revenir sur ce projet Iris Carré, cette constellation de satellites qui va permettre notamment au gouvernement, mais aussi aux entreprises de se connecter à Internet de manière souveraine et européenne. On en parlera avec un peu le patron de ce sujet. On évoquera aussi cette volonté pour Maya Space de créer des lanceurs qui vont revenir sur Terre. Vous le savez, c'est ce que fait SpaceX depuis pas mal de temps. Et puis on s'intéressera aussi à toute l'actualité spatiale du moment avec notre débrief spatial qui sera en toute fin d'émission avec Antoine Meunier, mais aussi Stanislas Maximin de Latitude qui sera là. Voilà le sommaire de ce Tech Co spatial et aéronautique. Merci d'être là et bienvenue depuis le Paris Air Forum. Tech Co, la quotidienne sur BFM Business. Voilà, et pour débuter ce Tech Co, on va s'attaquer maintenant à un gros morceau. Vous savez qu'on vous parle régulièrement dans cette émission du projet Iris Carré, qui serait en quelque sorte la réponse de la France et de l'Europe à Starlink. Une espèce de constellation de plusieurs centaines de satellites qui permettrait à terme d'avoir une connectivité mondiale basse orbite, haut débit. On va en parler et on a de la chance avec Monsieur Iris Carré. C'est Jean-Pierre Diris qui est avec nous. Bonjour Jean-Pierre Diris. Bonjour François. Alors, juste un mot sur votre parcours. Vous êtes un ingénieur spatial français. Vous travaillez toujours au CNES, je crois. Oui. Voilà, vous êtes président du CNES. Spécialisé dans la défense, la souveraineté spatiale. Vous êtes un homme des télécoms et de l'espace. Donc véritablement, vous avez le casting qui match avec ce projet Iris Carré. Peut-être pour revenir justement sur tout ça, qu'est-ce que c'est qu'Iris Carré? On le compare souvent à Starlink. Qu'est-ce que c'est? Iris Carré, c'est un signal fort pour la souveraineté européenne. C'est une constellation de 350 satellites pour fournir de la connectivité sécurisée en Europe et dans le monde, aux gouvernements européens et aussi aux entreprises européennes. Ok. Alors, on comprend bien que ce n'est pas, la manière dont vous le présentez, quelque chose de grand public comme les Starlink. C'est-à-dire que moi, ou même vous-même, vous ne pourrez pas, à terme, souscrire un abonnement à Iris Carré pour avoir une connectivité Internet à la maison. Non, mais absolument. C'est assez différent. En effet, ce qu'on veut connecter, on va apporter de la sécurité. Ce qu'on veut connecter, c'est de la souveraineté. On veut connecter des gouvernements et des entreprises. Ce qu'on appelle le business to consumer, en fait, la connectivité de tous les jours pour regarder Netflix dans les campagnes, dans les montagnes, pour regarder Prime Video. Évidemment, ce sera fait par Starlink, Amazon Leo, etc. Il n'y a pas besoin réellement de souveraineté pour ces usages-là. Est-ce que vous en êtes sûr de ça? On a besoin de souveraineté pour connecter nos gouvernements. Mais est-ce que finalement, aujourd'hui, notre réseau télécom français, il est français? Que ce soit la 5G, la 4G, la fibre. On a perdu cette bataille du B2C pour le satellite basse orbite très haut débit, à votre avis? Disons que le Iris Carré, c'est un programme mutualisé à l'échelle européenne. Je ne sais pas si on a perdu la bataille, mais en tout cas, là, on revient dans le jeu. On va développer nos propres technologies, nos propres satellites. On va se mettre à l'échelle technologique avec des technologies très intégrées avant la fin de la décennie. Et c'est ce qui va nous permettre de revenir dans ce jeu-là. Et on commence par un enjeu de souveraineté parce qu'il faut bien comprendre quelque chose. C'est financé en grande partie par le secteur public avec un investissement privé. C'est partenariat public-privé. Voilà. Et c'est ça qui justifie de connecter les gouvernements d'un côté et les entreprises de l'autre. Alors nous verrons si un jour nous revenons sur le monde du retail, du consommateur, mais pour l'instant on vise les entreprises et les gouvernements. Pourquoi? Parce que c'est dimensionné pour ça, pour les gouvernements et les entreprises, et non pas pour le grand public. C'est un réseau, d'ailleurs on le voit quand vous en parlez, c'est quelques centaines de satellites. Starlink c'est plusieurs milliers, voire à terme plusieurs dizaines de milliers. C'est pas la même chose en fait. Ce n'est pas la même chose, c'est tout à fait ça. Ce ne sont pas les mêmes capacités en fait. Donc Iris Carré c'est très protégé. Nous allons faire transiter tout le trafic par des liens laser en orbite, donc on ne pourra pas l'interrompre. Les datas seront protégées, les services seront continus, il n'y aura pas de doute sur la continuité de service.
c'est extrêmement important. On ne reposera pas sur un acteur commercial qui décide d'arrêter ou pas. Nous aurons une continuité de service et tout ça, c'est très important. Et nous avons 350 satellites, vous le mentionnez, c'est durable. On ne met pas des dizaines de milliers de satellites, on met quelque chose de durable qui dure longtemps, il dure 10 ans. Voilà. C'est ce qu'on vise, on vise quelques dizaines de lancements, on n'aura pas besoin de centaines de lancements. C'est une autre approche, c'est une approche de souveraineté. Qui permet malgré tout une couverture globale, mondiale, ou simplement européenne? Non, non, elle sera mondiale. Elle sera mondiale. Nous avons des besoins partout dans le monde. D'accord. Évidemment, il y a des besoins en Europe. La situation géopolitique nous le rappelle tous les jours, aux frontières de l'Europe, notamment à l'Est. Mais nous avons des besoins partout dans le monde, notamment nos armées françaises sont déployées partout dans le monde. Donc ces besoins-là seront couverts, bien évidemment. Mais sachez qu'il n'y a pas que les armées. Il y a aussi nos services de secours, le ministère de l'Intérieur qui intervient lorsqu'il y a des cyclones, aussi, peut-être, des inondations, et les ambassades, bien entendu, qui ont des besoins de protection de data et de sécurisation. Ce qui a fait que Starlink est devenu quelque chose d'assez impressionnant, c'est aussi la facilité pour se connecter. Une petite antenne, un petit boîtier, on branche ça sur le courant, une appli sur le téléphone et c'est réglé. Comment ça va se passer, Iris Carré? Est-ce que c'est la même approche technique ou est-ce qu'il faudra de grosses antennes? Est-ce que ça marchera en mobilité aussi? Non, non, on vise la même approche. Ce seront des petits terminaux. Alors les plus petits feront 30 cm à peu près. Et la flexibilité d'usage sera de même nature. La sécurité, elle ne repose pas sur le terminal uniquement. Elle repose sur l'infrastructure essentiellement. Donc la facilité d'usage sera équivalente. Comment ça va marcher, en fait, Iris Carré? Parce que aujourd'hui, il faut malgré tout des bases terrestres qui envoient l'Internet, qui le distribuent sur tous les satellites pour qu'après, ça puisse retomber n'importe où, finalement. C'est comme ça, c'est le même cœur de réseau? Alors la différence fondamentale, c'est que le cœur de réseau et le trafic, il va être centralisé sur l'Europe, sur des sites extrêmement sécurisés en Europe, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'agression possible, ou si l'agression a lieu, on saura la contrevenir. Et tout le trafic, il va être routé en orbite. Donc on n'aura pas de fragilité, si vous voulez. Aujourd'hui, ce qu'on remarque dans le monde, c'est que la connectivité est devenue un enjeu géopolitique. On veut nous couper ou nous taxer des câbles sous-marins. Regardez ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz. Il y a eu des tentatives de coupure de câbles aussi, mer du Nord, mer de Chine, etc. Bon, bref, on a besoin d'une connectivité résiliente, sûre. Donc elle sera disposée en Europe. Et ça, cette caractéristique-là, elle est fondamentale. Quelles vont être on a les spécificités techniques, en fait, d'Iris Carré. On connaît les débits théoriques qu'on pourra avoir, des choses comme ça? Oui, absolument. Ce seront les débits de la fibre et à peu près les caractéristiques de la fibre optique en termes de latence aussi. Et la grosse différence pour Iris Carré, c'est qu'on a réservé les fréquences en orbite. On a quelque chose de très valuable en Europe. C'est que nous avons des fréquences prioritaires dans le monde. À la fois les fréquences commerciales, celles de OneWeb, qui seront utilisées pour Iris Carré, mais aussi les fréquences militaires, dont nous avons les droits de propriété, les droits d'utilisation qui sont numéro 1 au monde. Et pour information, nous les avons réservés le 19 janvier 2026 par certains satellites qui sont déjà là-haut, qui occupent ces fréquences d'ores et déjà en l'air au-dessus de nos têtes. Où en est le projet, Iris Carré? C'est quoi le calendrier là? Alors le projet, il avance, et il avance bien. Il a été signé, le contrat de concession a été signé le 16 décembre 2024, ça fait à peu près 18 mois. Donc la phase de définition est à peu près terminée. Et donc les acteurs principaux, qui sont la Commission européenne pour le secteur public, et qui nous représentent, nous, États membres, et les acteurs privés, Eutelsat, SES, Hispasat, sont en train de négocier pour passer en phase de réalisation et choisir les industriels qui vont réaliser l'infrastructure. Cet événement-là, il arrive dans les semaines qui viennent, et il va permettre ce décollage, cette confirmation de ce programme. Mais je rappelle quand même que c'est un programme qui a été signé sur 12 ans pour plus de 10 milliards. Donc le programme, il est en cours. C'est juste un jalon qui va être passé cet été. Et on l'attend avec impatience parce qu'il va permettre d'accélérer la cadence. Fabriquer les satellites en Europe ou est-ce qu'ils sont fabriqués ailleurs? Est-ce que les lancements seront réalisés par Ariane? Est-ce qu'on a déjà une planification de tout ça? Oui, alors les programmes européens, ils sont là aussi pour amener une indépendance de l'Europe. Et cette indépendance-là, elle est aussi au travers des technologies, ce n'est pas que les usages. Donc c'est dans les règlements européens, on veut des technologies européennes, on veut une indépendance en termes et des lancements européens. Ça, c'est extrêmement important. Donc on va y aller en étapes progressivement.
On va y aller dès 2030 comme c'était prévu avec 66 premiers satellites un peu plus petits et gouvernementaux. Et on va continuer l'infrastructure 2032 en service avec 264 satellites qui seront beaucoup plus gros, plus capacitifs et qui offreront des services commerciaux et des services gouvernementaux en même temps. Donc, et tout ça, c'est l'orbite basse, la basse orbite. Sera complété par l'orbite moyenne de 18 satellites très puissants qui viennent compléter ça. Qui, eux, assureront quoi, le débit et moins la latence. C'est ça, oui, c'est assez complémentaire. En effet, la basse orbite permet une latence qui est l'équivalent de celle de la fibre. Donc, c'est une continuité parfaite avec les solutions terrestres, en effet. Oui, parce que, rappelons-le, hein, pour tous ceux qui ne comprennent pas ce qui est latence, basse orbite, etc., plus les satellites sont proches de nous, en fait, moins il y a de trajets pour les ondes pour dialoguer avec nos appareils, et donc il y a la latence qui baisse. Là, on est à quoi? Quelques centaines de kilomètres d'altitude, c'est ça? On est à 1000 km, 1200 km. D'accord, donc plus haut que Starlink quand même. Oui, c'est plus haut que Starlink, c'est ce qui nous permet d'avoir aussi moins de satellites, c'est d'être un peu plus haut. Oui, d'accord. Et ça joue très très peu sur la latence. C'est très important pour nos armées. D'avoir des petits terminaux et puis aussi ce temps de trajet est relativement réduit. Ça permet des applications pour les drones, pour le targeting, pour tout ce qui fait la guerre moderne. C'est extrêmement important aussi. C'est important pour des usages d'entreprise aussi, comme des usages financiers notamment. Oui, on voit en plus en ce moment avec toutes ces incertitudes géopolitiques que eh bien, Iris-Carré aura un rôle à jouer dans la défense aussi. Vous parliez tout à l'heure de ces petits terminaux. Le terminal ressemblera à quoi, en fait, pour pouvoir se connecter? Il faudra une antenne aussi, malgré tout? Ou est-ce que simplement, voilà, moi j'ai un appareil, il se connecte comme ça à partir du moment où je suis, voilà, et que je vois le ciel? Comment ça va marcher? Dans un premier temps, il faudra une petite antenne satellite, hein, comme il y a sur Starlink ou Amazon Leo, hein, d'accord, 30 cm. Ok. Voilà, c'est des éléments qui rayonnent et qui visent les satellites, qui sont très dynamiques. Vous voyez rien, mais tout se passe à l'intérieur. C'est électronique. C'est fabuleux. Hein, c'est des technologies fabuleuses. Que, en fait, ces satellites vont à une vitesse folle. Et ils vont à une vitesse folle. 8 km par seconde. 7 ou 8 km par seconde. Voilà, et donc l'antenne capte un satellite pendant quelques secondes et le nouveau arrive, etc. En fait, c'est ça. Elle fait ce qu'on appelle des handover, donc un change de satellite et votre flux passe d'un satellite à l'autre de manière absolument transparente. C'est formidable. C'est rigolo parce que c'est l'inverse de ce qu'on vit nous sur Terre avec nos téléphones quand on prend le TGV ou des choses comme ça, sauf que ça va beaucoup plus vite en fait. Ça va beaucoup plus vite. Donc dans un premier temps, Iris-Carré, la première étape, c'est celle-là, avec des antennes dédiées. Dans un futur relativement proche qu'on espère, il y aura certainement un autre incrément, mais il n'est pas encore décidé, pour faire ce qu'on appelle le direct-to-device, c'est-à-dire connecter directement des smartphones. Notamment, on est en train de mettre en place au niveau européen une réglementation pour disposer de fréquences dans cet objectif-là. Mais ça viendra dans le second temps. 2030-2032, c'est vraiment la fibre optique en orbite, quelque part. C'est ça qu'on va faire. Le direct-to-device viendra un peu plus tard pour la partie souveraine. Vous parliez du direct-to-device. C'est vrai que Starlink évoque aussi cette possibilité. C'est-à-dire que, rappelons ce que c'est le direct-to-device. Je suis avec mon téléphone ou un terminal grand public, finalement, et comme je capte le Wi-Fi, la 5G, le Bluetooth, l'appareil capte le signal satellite. C'est ça, hein? C'est ça. Directement, vous connectez au satellite. Au lieu de vous connecter à une tour 5G, vous connectez à un satellite. C'est comme si la tour 5G volait dans l'espace. Ça veut dire que ce réseau va respirer, va pouvoir évoluer avec les technologies, c'est ça? Iris-Carré, c'est un grand programme de connectivité dont la première étape, c'est celle qu'on a parfaitement décrite, j'espère, ensemble. Oui. Mais ça va évoluer vers du direct-to-device. Il y aura de l'Internet des objets et il y aura tout un tas de missions auxiliaires, je ne vais pas les développer là, mais qui viendront progressivement. Ce sera un grand réseau, une grosse infrastructure qui porte toutes les missions de connectivité européenne dont nos citoyens ont besoin, dont nos armées ont besoin. Ça veut dire que peut-être dans quelques années, dans 10 ans, 15 ans, ce sera aussi un service qui pourra s'ouvrir aux particuliers? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Aujourd'hui, ce n'est pas dans la roadmap, tout de suite. On commence par l'étape de souveraineté, et pourquoi pas, demain? Dès lors qu'on aura les technologies et les capacités, pourquoi pas? Vous savez, c'est pas quelque chose qui est fermé, c'est-à-dire que... Non, l'histoire du spatial, elle a bien montré ça. Les Américains partent devant et ils ont tellement de moyens et tellement d'idées. Et des fois, l'Europe arrive à faire de très, très, très belles choses. Des fois, c'est un peu après, mais on fait de très belles choses en Europe. Vous êtes véritablement un peu scruté, observé, parce que c'est vrai que tous les projets
on va dire, d'envergure comme celui-ci ont mis énormément de temps. Je repense à Galileo, par exemple, qui est une belle réussite technologique, mais qui a mis, j'ose même pas donner de durée, parce que ça a pris énormément de temps. Véritablement, vous pensez qu'on peut réduire, en fait, cette fenêtre et arriver à quelque chose d'opérationnel en temps et en heure, comme vous le disiez, à partir de 2030, 2032 ? Alors Galileo, c'est un très bon exemple. Galileo, aujourd'hui, même si ça a pris du temps, on l'a dans les montres connectées, on l'a dans les smartphones, ça fonctionne. Ça a mis beaucoup de temps parce qu'il fallait créer un écosystème de la navigation en Europe. Ça n'existait pas. Pour ce qui concerne Iris-Carré, on parle de connectivité. Les télécommunications en Europe, ça existe depuis la fin des années 70. L'opérateur Eutelsat a été créé en 1977. C'est un domaine qui est à la fois un domaine gouvernemental avec des satellites militaires, Syracuse, mais aussi un domaine privé. Il y a tout un tas de satellites qui diffusent la télé depuis bien longtemps. Voilà. Donc c'est un domaine, un écosystème à la fois d'opérateurs, d'industriels, d'équipementiers, de lanceurs qui existe et qui fonctionne. Donc on se base sur cet écosystème pour développer rapidement. C'est ça qui nous fait penser, qui nous laisse penser qu'on va l'avoir dès 2030 parce que l'écosystème, il est prêt. Vous parliez tout à l'heure des fréquences, sujet capital, sans fréquence. Voilà, on ne peut pas faire grand-chose. Il y a cette volonté de l'Union européenne de réserver des fréquences justement aux acteurs européens et ne pas tout donner à Starlink, à Amazon Leo, etc. etc. J'imagine que vous êtes plutôt d'accord avec cette vision ? Alors, oui, puisque moi, vous savez, je travaille fonctionnellement pour le Premier ministre. Donc nous soutenons ça au niveau du gouvernement français, cette vision de souveraineté aussi dans l'attribution des fréquences. Ce sera un des grands sujets du sommet spatial qu'organise le président de la République les 9 et 10 septembre à Paris. C'est un sujet fondamental. En fait, l'image, c'est quand on construit sa maison, on a besoin d'un terrain. Les fréquences, c'est le terrain en orbite. Et la maison, c'est l'infrastructure qui vient derrière. Et à la fin, on l'habite, donc c'est les usages. Voilà. Donc l'étape fondamentale, ce sont les fréquences. Pour faire quelque chose, avoir notre souveraineté, il faut déjà avoir les fréquences. Sur cette bande S, précisément, nous avons beaucoup œuvré en France pour obtenir des gages de souveraineté sur ces fréquences. Et l'Europe a suivi, la Commission européenne a suivi. On est en train de négocier un règlement, en effet, qui réserve une très belle part à la souveraineté en la matière. Jean-Pierre Diris, dernière question sur l'industrialisation de tout ça. On l'a évoqué brièvement, mais j'aimerais qu'on y revienne. Quand on voit qu'aujourd'hui, on a des pénuries de composants parce que l'IA est en train de tout aspirer, la mémoire, etc., etc., est-ce que ça ne va pas être un obstacle pour fabriquer ces satellites ? Et est-ce que vous avez déjà sécurisé les lancements avec Ariane ? Non, ce ne sera pas un obstacle. Déjà, on passe avec des constellations une forme de massification du spatial, mais qui n'est pas comparable à celle des smartphones, de l'automotive, etc. Bon. Oui, mais j'imagine qu'il y a des processeurs, il y a de la mémoire, enfin, malgré tout. Absolument. Et nous avons les technologies clés en orbite. Un des acteurs clés de ça, c'est ST Microelectronics, près de Grenoble. C'est un acteur clé qui fournit des solutions spatiales depuis longtemps. Cet acteur clé a fourni pour des quantités incroyables. Donc nous avons les acteurs clés du composant, en passant par l'équipement, par les satellitiers, par les lanceurs, y compris Ariane 64 sur lequel nous comptons. Et nous sommes ravis des premiers succès d'Ariane parce qu'on en aura vraiment besoin pour Iris-Carré. Eh bien, merci pour toutes ces explications. Voilà, le projet Iris-Carré, grâce à vous, est beaucoup plus clair. Et on a hâte de voir les premiers lancements. Vous les espérez pour quand ? 2030, c'est ça ? 2029 les lancements, 2030 les services. Merci beaucoup, François. Et vous reviendrez nous en parler à ce moment-là. Hein, on fêtera ça. Merci, François. Merci beaucoup, Jean-Pierre Diris. Vous êtes le coordinateur donc interministériel d'Iris-Carré et de GovSatCom. On revient ici, évidemment, pour ce Paris Air Forum tout de suite. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Toujours au Paris Air Forum, ici à la Maison de la Mutualité, en plein cœur de Paris. On accueille tout de suite Johan Leroy. Bonsoir, Johan. Bonsoir, François. Vous êtes le président exécutif de Maya Space. Maya Space, qui est une start-up assez intéressante qui est accrochée en fait à Ariane Group, mais vous avez l'agilité d'une start-up qui a beaucoup d'ambition, hein, parce que votre ambition principale, c'est de lancer le premier lanceur orbital européen partiellement réutilisable. Ça fait rêver parce que c'est ce que fait SpaceX depuis pas mal de temps déjà. Et ça y est, on a notre projet. Enfin, c'est l'un des projets parce que je crois qu'il y en a d'autres. Expliquez-nous un petit peu ce qu'est Maya Space et comment vous comptez arriver
à mettre en place ce lanceur réutilisable, s'il vous plaît? Vous avez bien résumé qui nous sommes par notre mission. Notre mission, c'est d'amener sur le pas de tir, 5 ans après la création de la société, le premier lanceur européen partiellement réutilisable. La société a été fondée en 2022, donc notre objectif est clair, c'est en 2027 qu'on doit amener ce premier lanceur sur le pas de tir. On est aujourd'hui 350 personnes et comme vous l'avez indiqué, on cherche à combiner le meilleur des deux mondes. Oui. Nous sommes un spin-off d'Ariane Group et ça nous aide objectivement parce que notre maison mère est celle qui est la seule à maîtriser les technologies qui permettent d'aller dans l'espace aujourd'hui. Et en même temps, nous sommes à côté d'Ariane Group, nous sommes une société à part qui opère de manière autonome et qui peut donc faire les choses différemment pour tenir les objectifs ambitieux qui sont les nôtres, notamment les objectifs de calendrier que je viens de rappeler. Vous avez l'agilité d'une start-up indépendante, mais parrainée et on va dire, comment dire, couverte par Ariane Espace, c'est ça en fait, par Ariane Group. Ouverte par Ariane Group, effectivement, on peut se tourner vers notre maison mère, lever la main lorsqu'on a besoin d'un support d'expertise sur un sujet particulier et s'assurer qu'on ne prend pas de retard et qu'on tient cet objectif de 2027 pour notre premier vol. Alors, qu'est-ce qui va se passer donc en 2027 pour ce premier vol? Quel est l'objectif? Déjà, ce que je peux dire, c'est qu'on est à peu près à 80% du chemin. C'est un marathon que l'on court à la vitesse d'un sprint. Vous êtes dans le timing, c'est ça, pour l'instant? Voilà, donc c'est un objectif qu'on s'était fixé au moment où la société a été créée. On est en passe de réussir notre pari. Pour le réussir, il faut qu'on ait fini le développement de notre lanceur. Il faut aussi qu'on ait un pas de tir disponible. Et de ce point de vue, on bénéficie en quelque sorte du fait qu'on peut réutiliser en Guyane un pas de tir préexistant, celui qui servait pour le lancement des fusées russes Soyouz lorsqu'elles décollaient depuis le territoire européen pour mettre en orbite des satellites institutionnels européens. Donc on réutilise en bonne partie les infrastructures existantes sur ce pas de tir. On doit réaliser un certain nombre d'adaptations pour pouvoir y faire décoller notre lanceur. Donc le pas de tir avance conformément à notre plan. Et puis côté du développement du lanceur, ça se passe bien aussi. Le lanceur sera propulsé par le moteur Prometheus qui est développé par notre maison mère. C'est ça aussi, c'est un des atouts que nous apporte notre maison mère, même si ce n'est pas lié au fait que nous soyons une filiale. On a fait le choix d'utiliser en Europe le seul acteur qui a montré qu'il était capable de développer des moteurs de la poussée qui est nécessaire pour propulser notre fusée et potentiellement des fusées d'ailleurs plus capacitives que la première version que nous développons aujourd'hui. Donc l'idée c'est d'avoir ce lanceur qui revienne après sa mission, c'est ça l'idée? Oui, et donc l'objectif c'est de faire réatterrir le premier étage du lanceur sur une barge qui sera positionnée à quelques centaines de kilomètres des côtes de Guyane. Donc nous décollerons depuis le pas de tir Soyouz comme je l'ai indiqué. Et ensuite le premier étage, une fois sa mission rendue, la phase de décollage initiale, il est séparé du deuxième étage et les moteurs sont réallumés pour que le premier étage puisse atterrir au point naturel, à son point naturel d'impact après avoir été freiné sur cette barge qui sera donc positionnée au point d'impact. C'est fascinant quand on voit les images de SpaceX, quand on voit en fait cette masse énorme qui décolle et qui réatterrit à quelques mètres près finalement. Je ne sais pas quelle est la zone, on va dire, de sécurité finalement. Ça nécessite quoi? Énormément de technologie, tout ça. C'est quoi les défis principaux de ces lanceurs réutilisables? Oui, ça nécessite une maîtrise technologique assez pointue dans des domaines très variés pour pouvoir piloter un objet qui fait plusieurs tonnes, voire plusieurs dizaines de tonnes avec une précision de l'ordre du mètre. C'est de la maîtrise également de problématiques fluidiques, de mécanique des fluides, pour prédire ce qui va se passer à l'intérieur des réservoirs, s'assurer que les moteurs du premier étage pourront être réallumés après que le premier étage aura fait une bascule à 180 degrés. Donc c'est tout un tas de challenges techniques qu'aucun ingénieur, aussi talentueux soit-il, ne peut résoudre à lui tout seul. Donc c'est un vrai travail d'équipe. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de similitudes dans notre projet avec le sport. On n'est pas là pour regarder le passé et critiquer ce qui s'est déroulé, mais franchement, on n'est pas un peu en retard sur ces sujets-là, de lanceurs qui seraient partiellement réutilisables ou réutilisables?
Oui, on est en retard, hein, objectivement. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas en retard parce qu'on n'est pas capable de faire. On est en retard parce qu'on n'y a pas cru. On n'a Oui, pas cru. en fait, c'était des choix stratégiques qui n'ont pas été faits à l'époque. On n'a pas cru au potentiel économique de la réutilisation. SpaceX a montré dans son cas qui lui est spécifique, dans son modèle économique spécifique, que cela présentait un vrai intérêt. Nous sommes également convaincus qu'il y a un vrai intérêt économique pour le lanceur Maya d'être réutilisable. Et donc, comme on en est convaincu et comme on a convaincu notre actionnaire et les actionnaires de notre actionnaire que cela faisait beaucoup de sens, eh bien, on y va. L'idée, c'est quoi? C'est que donc en 2027, premier lancement, il n'y aura pas de satellite à lancer. C'est juste pour voir si, en fait, votre concept fonctionne, c'est ça? Alors, le premier vol sera un vol d'essai. En réalité, on ne fera pas une tentative de récupération du premier étage sur la barge à l'occasion de ce premier essai. On ne le fera pas non plus à l'occasion du deuxième essai, en réalité, mais on veut utiliser les 5 ou 6 premiers vols du lanceur Maya pour tester une à une les différentes briques qui doivent être maîtrisées pour pouvoir tenter à l'occasion du 6e, du 7e ou du 8e vol une tentative pour pouvoir tenter une récupération du premier étage sur la barge. Il a fallu combien de vols à SpaceX pour arriver à cet exploit? Il a fallu en réalité plusieurs dizaines de vols avant d'y parvenir. Donc on prévoit de réussir cela en moins de vols que ce qu'il aura fallu à SpaceX, mais on a une logique de développement qui est un petit peu différente de celle de SpaceX. On est vraiment sur un mode de test and learn à la mode de SpaceX, mais les tests on les réalise plutôt au sol d'abord, et on essaie de faire en sorte que à partir du moment où on va lancer des choses dans l'espace, ça se passe rapidement, correctement. Est-ce que vous apprenez des échecs de SpaceX sur ces lanceurs réutilisables? Finalement, même en les observant, on apprend des choses. Bien sûr, sur le plan technique, je ne vais pas me prononcer sur les autres plans. Sur le plan technique, c'est une source d'inspiration, ce que SpaceX a fait avec Falcon 9. Déjà, ça permet de démontrer que c'est faisable. Et puis c'est une manière pour nous d'ajuster, le cas échéant, les technologies qu'on a prévu d'utiliser pour réussir nous aussi cette récupération d'étage. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi ça sert d'avoir des lanceurs réutilisables à terme? Le bénéfice, il est économique et il est environnemental. Si je regarde les principaux bénéfices, le bénéfice environnemental, il est à peu près évident. On n'a pas besoin de refabriquer à chaque fois un premier étage. Le premier étage, ça représente à peu près la moitié du lanceur en termes de masse, mais aussi en termes économiques. Le coût d'un lanceur, il réside à peu près 50% dans le coût du premier étage. Le bénéfice économique, eh bien, il est évident lorsque la charge utile, le satellite que nous aurons besoin de lancer, n'a pas besoin de l'intégralité de la performance du lanceur. Quand on le pousse à fond en consommant le premier étage, eh bien, plutôt que de consommer le premier étage, on peut utiliser cette réserve de performance pour récupérer le premier étage en question et proposer par conséquent à cette catégorie de clients des prix beaucoup plus attractifs. En fait, c'est industrialiser l'espace, finalement, tout ça. Oui, c'est une manière pour nous d'augmenter la cadence et de retrouver des économies d'échelle qu'on n'a pas, parce que le lanceur Maya que nous développons n'est pas un lanceur lourd, c'est un lanceur qui aura à peu près 4 tonnes de performance en orbite basse, là où le lanceur Ariane 6 a une performance qui est supérieure à 20 tonnes. Eh bien, on compense ce manque d'économie d'échelle lié au fait que notre lanceur est plus petit par des cadences plus élevées. Et les cadences sont plus élevées parce qu'on est compétitif sur une gamme, des segments de marché qui sont plus importants que si on avait uniquement un lanceur consommable avec un seul point, un seul sweet spot, comme on dit, sur le plan commercial, qui correspond au remplissage maximal du lanceur. Après, les objectifs, c'est la cadence, j'imagine. Oui. Accélérer la cadence, finalement, et augmenter la puissance aussi de ces lanceurs. Exactement. C'est les deux équations. C'est ça. Donc j'ai l'habitude d'expliquer qu'on n'est pas là juste pour faire un démonstrateur technologique. On ne veut pas montrer qu'on est juste capable de récupérer un premier étage sur une barge. On veut maîtriser cette technologie d'un point de vue industriel. Notre objectif, notre projet est un projet industriel. Donc après le premier vol, on va rapidement enchaîner. Notre objectif, c'est d'arriver à une vingtaine de vols à l'horizon de la fin de la décennie ou du début de la prochaine décennie. Et puis on a aussi l'ambition. Une vingtaine de vols par an, c'est ça? Une vingtaine de vols par an, pardon. D'accord. Merci de. Donc ça veut dire une vingtaine de lancements. Une vingtaine de lancements par an, ça veut dire moins. Avec le même lanceur.
avec un lanceur qui aura à chaque fois un deuxième étage différent, mais dont le premier étage sera réutilisé très régulièrement. Et puis on a également dans notre feuille de route l'ambition d'augmenter rapidement la performance de notre lanceur pour gagner en termes d'économie d'échelle, hein, comme je l'évoquais, doubler assez rapidement la performance de notre lanceur pour aller conquérir de nouveaux marchés et encore accroître cette cadence. Et voilà. Combien de temps pour rattraper SpaceX, à votre avis? Est-ce que c'est un objectif secret, un peu un rêve pour vous? Alors on n'est pas obnubilé par SpaceX, on ne cherche pas à faire la même chose que SpaceX 10 ans plus tard. En réalité, on regarde quel est notre besoin, quels sont plus précisément les besoins de nos clients. La logique de SpaceX est adaptée à ces objectifs, qui est de déployer la constellation Starlink. Il y a d'autres projets qui sont poursuivis par SpaceX. Il n'y a pas l'équivalent de Starlink en Europe. Donc la recette qui est peut-être la bonne recette dans le contexte de SpaceX n'est pas forcément la bonne dans le contexte européen. Je recevais tout à l'heure Jean-Pierre d'Iris, qui est le patron, enfin en tout cas le coordinateur de Iris Carré. Est-ce que vous pourrez participer à l'aventure Iris Carré avec les premiers lanceurs réutilisables? Oui, tout à fait. C'est notre ambition de contribuer au déploiement de cette constellation. Cette constellation, comme la plupart des grosses constellations qui permettent de faire des télécommunications, elles ont plutôt vocation à être déployées par des lanceurs lourds. Et donc c'est Ariane 6 qui devrait être le lanceur principal pour le déploiement de cette constellation. Mais nous pouvons être une solution de complément pour accélérer en quelque sorte le rythme de ce déploiement, faire en sorte que cette constellation soit le plus rapidement possible disponible pour les clients institutionnels et commerciaux européens et du monde entier. Merci beaucoup, Yoann Leroy, pour toutes ces précisions. François. Vous êtes le président exécutif de MySpace. Donc, vous restez avec nous. Tech & Co, la quotidienne de Paris, depuis le Paris Air Forum, revient juste après cette petite pause. Un grand merci d'être là. À tout de suite. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Voilà le retour de Tech & Co, la quotidienne, ici à la maison de la mutualité, à l'occasion du Paris Air Forum qui s'est déroulé ce vendredi dernier. Donc l'émission que vous êtes en train de regarder est enregistrée, mais on tenait à être ici pour cet événement qui a été co-réalisé et organisé par La Tribune et par BFM Business aussi, pour évoquer à la fois la souveraineté dans l'espace, mais aussi dans l'aéronautique. Et on va en parler tout de suite avec mon invité Jean-Christophe Lambert. Bonsoir Jean-Christophe. Bonsoir François. Vous êtes le cofondateur et PDG d'Ascendance, voilà, une start-up toulousaine qui est née de l'expertise d'anciens ingénieurs d'Airbus, avec votre ambition qui est de décarboner l'aviation avec l'hybride électrique, c'est ça? Expliquez-nous un petit peu ce qu'est Ascendance, s'il vous plaît. Tout à fait. Donc Ascendance a été créé en 2018 par 4 fondateurs qui ont participé au projet d'Airbus, l'IFAN, qui a été le premier avion électrique au monde à traverser la Manche en 2015. Et donc on a eu une envie de continuer cet effort sur les nouvelles technologies et cette nouvelle révolution dans l'aviation pour décarboner l'aviation et réduire aussi la consommation de fuel. Donc il y a un intérêt économique et écologique. Et donc on a créé Ascendance avec 2 axes. Le premier, c'est développer une technologie d'hybridation qu'on peut proposer au maximum d'avions possible. Ça va du petit avion à potentiellement des gros avions dans le futur. Ça passe maintenant aussi par les drones de défense. Donc là, on est plus dans une logique de souveraineté, d'augmentation de performance. Et le deuxième axe qu'on développe, c'est notre avion à décollage et atterrissage vertical qui s'appelle ATA, qui a à la fois des usages civils sur du transport de passagers, du service médical, mais aussi sur des usages militaires. Quels sont les enjeux aujourd'hui de l'aviation, en fait, de l'aéronautique d'une manière générale? S'éloigner en fait des carburants, en fait, c'est quoi l'idée? Alors, on dit souvent que la décarbonation de l'aviation, c'est la 4e révolution. On a appris à voler, on a appris à voler vite et loin, on a démocratisé l'aviation pour en faire une aviation commerciale accessible à tous. Transporter de plus en plus de gens, en fait. Exactement. Et maintenant, on a besoin de la décarboner pour qu'elle ait un impact non significatif, on va dire, ou du moins le moins impactant sur notre environnement. Mais aussi, on voit que dans l'aviation, on est très sensible à la fois à la consommation, c'est l'un des postes les plus importants de coûts d'opération d'un avion. Oui. Et on se rend compte en ce moment d'ailleurs. Exactement, avec la sensibilité, tout ce qui se passe en Iran, l'augmentation du prix du fuel, et que donc de diminuer la consommation énergétique d'un avion,
c'est bénéfique à la fois pour les aspects économiques, mais aussi environnementaux. Donc c'est un enjeu majeur, et d'ailleurs l'Europe a posé un objectif à 2050 d'être neutre en carbone pour l'aviation, et l'industrie se met en marche pour y répondre. C'est amusant parce qu'avec de nombreux raccourcis, je vous l'accorde, on peut faire l'analogie avec l'industrie de l'automobile. Tout à fait. Et l'usage de l'hybridation est un peu similaire. Alors une voiture n'est pas un avion, l'avion est plus sensible au poids. Oui, mais et finalement, puis la voiture peut être électrique 100%, exact. ce qui est plus compliqué pour l'avion aujourd'hui. Non, parce qu'on voit que le tout électrique est très limité, va être sur des tout petits avions. Ça ne va pas avoir un impact significatif sur la décarbonation globale du secteur. On voit que l'hydrogène a été reporté à des feuilles de route beaucoup plus lointaines. Et donc l'hybridation est en train vraiment d'être la technologie qui va être déployée de façon très très large, à la fois à court terme, moyen terme et long terme, parce que la technologie du moins qu'on développe chez Ascendance, elle est compatible à la fois du fuel traditionnel, des biofuels, ce qu'on appelle SAF, et à la fois de l'hydrogène qui viendra dans un temps beaucoup plus long. On a l'impression que l'hydrogène, on le met un peu de côté, non? Même dans l'automobile, même dans les transports routiers, on n'en parle plus, parce qu'on se rend compte que c'est pas aussi facile que ce qu'on avait imaginé il y a quelques années, non? Alors l'hydrogène pose des enjeux majeurs. C'est une technologie ou une source d'énergie qui est vraiment très intéressante, mais le stockage est un enjeu majeur parce que c'est une particule très le fine. transport, enfin le La transport, production, il faut l'acheminer un peu partout. Exactement, la production qui demande aussi de l'énergie, donc il faut de l'énergie verte, qui est un avantage pour la France, mais pas partout dans le monde. Donc effectivement, je pense que ce sera une rupture qui interviendra de façon beaucoup plus tardive. Et donc là maintenant, l'enjeu c'est l'hybridation, à la fois pour l'aviation civile. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit que cette même technologie a un impact dans le monde de la défense, non pas pour des logiques de décarbonation, mais d'augmentation de performance des drones de défense qui doivent aller plus loin, tout en gardant des phases de discrétion en utilisant l'électrique. Et c'est là où Ascendance, notamment, a signé des contrats avec des dronistes pour déployer sa technologie sur des drones. Quels sont vos chantiers là, actuels? Donc il y a ça, il y a les drones. C'est nouveau ça? C'est assez nouveau, parce que Ascendance est né sur la décarbonation. On s'est rendu compte il y a 2 ans par le contexte géopolitique, par le besoin qui évolue, que cette technologie faisait sens pour la défense. Donc vous avez pivoté finalement on a enrichi notre offre. Vous avez enrichi votre offre, bien sûr. On a créé un positionnement plutôt défense. On a eu un premier contrat avec l'AID pour hybrider un drone de Delair, une entreprise française. On a depuis eu d'autres contrats. Donc en fait, on a fait évoluer notre offre, on va dire plutôt qu'on l'a enrichi, mais c'est effectivement quelque chose de nouveau depuis 2 ans, mais qui maintenant a une traction très très importante. Ça représente quoi comme une grosse partie de votre business aujourd'hui, les drones, ou pas? À peu près sur l'hybridation pour les drones, on va dire que c'est à peu près 50% de notre chiffre d'affaires. Effectivement, donc c'est une part non négligeable. Et c'est vrai qu'en plus, dans une feuille de route technologique, c'est quelque chose. Les drones aujourd'hui, on peut les équiper dès maintenant. Notre technologie est sur le banc à l'échelle dérisquée depuis 5 ans, ce qui est assez unique en Europe, voire au monde. On a 82 brevets, et donc ça nous permet d'avoir un marché dès à présent. Quand l'aviation civile va prendre un petit peu plus de temps sur les petits avions et un peu plus de temps sur les gros avions. Mais sur ces marchés-là, on a déjà des projets d'ancrage parce qu'on a un partenariat stratégique et un premier projet français avec Daher. Et on a un partenariat stratégique et des projets avec Airbus. Et on a eu aussi récemment un projet européen avec ATR, leader mondial de l'aviation régionale. Donc on voit que l'usage de nos technologies dans toutes les plateformes européennes, on commence à prendre sens et commence à avoir des applications concrètes. Expliquez-nous ce que vous mettez en place, notamment pour l'aviation civile. C'est-à-dire que petit à petit, l'idée c'est d'avoir des avions de plus en plus gros avec vos technologies pour transporter des passagers. C'est ça l'idée? Oui, tout à fait. On veut accompagner les avionneurs dans leur feuille de route de décarbonation. Beaucoup d'avionneurs aujourd'hui adoptent l'hybridation comme une technologie clé. Et l'hybridation, en fait, dans l'aviation, ça consiste à une assistance du moteur sur les phases de décollage et de montée. C'est-à-dire qu'un moteur d'avion, il est dimensionné sur la phase de décollage, la plus puissante. Donc l'idée, c'est de le dimensionner un peu moins grand pour qu'il soit très optimisé sur la croisière et que l'électrique vienne apporter un boost sur les phases où il demande plus de puissance. Et donc le système au global permet d'économiser de l'énergie. Ça peut aller jusqu'à 50% sur des applications, on va dire de 10 à 50% selon les avions. Donc c'est vraiment accompagner cette feuille de route. On va commencer par des avions de 10 places, 20 places. On va aller vers des avions régionaux, 40, 80 places. Et puis de façon ultime, on l'espère, en tout cas on y travaille pour
avoir la grande aviation avec des avions beaucoup plus grands. Vous en êtes où là aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des avions qui volent avec votre technologie qui sont hybrides? On Alors, n'en entend pas beaucoup parler, enfin en tout cas, le grand public n'a pas accès à ça en fait aujourd'hui. Pas encore, parce que je pense que l'espace à la fois médiatique et de communication a été un peu saturé avec des promesses sur l'hydrogène et sur le tout électrique. Maintenant, clairement, l'hybridation est devenue la technologie, donc on va en entendre de plus en plus parler. Et juste pour revenir, l'hydrogène, on laisse tomber, on a raconté, j'allais dire pas n'importe quoi, mais en tout cas, c'est repoussé aux calendes grecques. L'électrique, le full électrique, ça, on en est où aussi? C'est pas scalable, c'est-à-dire qu'effectivement l'hydrogène ça viendra beaucoup plus tard. Pour rester poli. Ce que je donne souvent comme point de référence, si vous prenez le carburant d'un A320 dont la masse maximum est 70 tonnes, vous le transformez en batterie, c'est 150 tonnes. Donc on voit donc que il n'y a pas d'équation en fait. C'est trop lourd et les batteries augmentent de performance de 5% par an. Donc on n'y arrivera pas dans un temps court. C'est pour ça que l'association de deux sources d'énergie, une batterie et un moteur thermique qui peut accepter aussi du SAF, du biofuel, est vraiment la voie de décarbonation des petits, des moyens et des grands avions. L'idéal, c'est ça, c'est l'hybridation avec du biofuel. C'est ça aujourd'hui l'équation la plus réaliste, en fait. Exactement, qui est déployable de façon presque immédiate. Donc dans l'aéronautique, c'est dans les années à venir, entre 3 et 10 ans. Et puis ces technologies, elles sont compatibles, parce que nous, on a déposé 82 brevets, et nos brevets sont compatibles de l'hydrogène. Donc en préparant ces technologies, si l'hydrogène vient un jour, on sera compatible aussi. Donc c'est vraiment avoir un impact dès à présent, mais tout en préparant l'avenir. Parlez-nous de ce projet d'aéronef qui décolle verticalement. Ça, c'est quoi? C'est votre projet à vous? Racontez-nous. Oui, c'est notre projet. C'est vrai que quand on a créé Ascendance, la thèse principale, c'était l'hybridation. Sauf qu'en 2018, on n'avait aucun avionneur qui avait dans sa feuille de route l'hybridation. Le Covid est arrivé, plus d'impact environnemental demandé, plus aussi les crises énergétiques. Et donc là, les avionneurs ont adopté l'hybridation. Mais pour commencer et développer notre technologie, on a créé notre propre avion qui décolle, atterrit verticalement, qui a des missions type hélicoptère, de transport de passagers, de service médical, de logistique. Et qui est hybride aussi? Et qui est hybride électrique. En fait, c'est le premier adopteur de notre technologie d'hybridation. Notre technologie, elle a volé sur des drones il y a 2 ans et elle va voler d'ici la fin de l'année sur notre avion qui est en ce moment même en intégration. On a débuté des essais sols qui vont durer quelques mois et on vise de faire des essais vols d'ici la fin de l'année. Et donc c'est vraiment une application très concrète sur laquelle on collabore étroitement avec l'entité certificatrice européenne, avec des industriels, et on a déjà signé 630 précommandes sur cet avion. Donc c'est quelque chose de très concret qui va être sûrement le premier avion hybride électrique natif à voler en Europe. Et donc ça va être une étape majeure, non pas que pour Ascendance, mais à une échelle un peu plus grande. Et il pourrait transporter des passagers, cet avion, en fait, cet aéronef. Il ressemble à quoi, en fait? Un hélicoptère? Alors on dit qu'il est doublement hybride parce qu'il a une motorisation hybride, mais c'est un mix entre un hélicoptère parce qu'il décolle verticalement et un avion parce qu'il fait une croisière comme un avion parce qu'il a des ailes. D'accord. Donc en fait, c'est vraiment une architecture qui Donc permet... il décolle avec les réacteurs, c'est ça? Il a pas des pales. Il a des pales malgré tout? Il a des hélices dans les ailes qui permettent de décoller verticalement. Il a 2 hélices qui permettent de faire la croisière, une dans le nez, une sur l'empennage qui permet de faire la croisière. Donc pour ça qu'on dit qu'il est doublement hybride. Il plane en fait. Et il plane, ce qui fait qu'il a une optimisation énergétique beaucoup plus forte grâce aux ailes, plus sur sa motorisation hybride qui nous permet de gagner jusqu'à 80% d'émissions carbone par rapport à un hélicoptère. Donc c'est vraiment l'avion ultime qui permet d'avoir une efficience très forte et qui nous permet d'avoir un cas d'usage très concret sur notre technologie hybride qui a des applications civiles. On peut transporter jusqu'à 6 personnes pour répondre à votre question, de la logistique, du matériel médical, des blessés et aussi on prévoit des usages militaires sur des missions spéciales. Vous espérez le premier vol et la certification pour quand? Parce qu'on sait que la certification, c'est ce qu'il y a de plus compliqué, finalement. Alors là, on a une première étape importante qui est le premier vol d'ici fin d'année, qui est sujet à un permis de vol qui est délivré par l'entité européenne, qui pose les premières bases d'une certification, qui tamponne aussi la maturité de nos technologies avec beaucoup d'essais. On a fait beaucoup d'essais au sol, beaucoup d'essais au simulateur avec les pilotes. Là, on entame les essais avec l'avion intégré. Et ensuite, on prévoit un chemin de certification qui nous amènera plutôt vers 2030. On va prendre le temps d'apprendre, de faire. On va partir sur
plusieurs mois d'essai vol. Et entre-temps, on prévoit quand même de vendre notre technologie d'hybridation à plusieurs avionneurs pour avoir un impact plus significatif. Et c'est ce qu'on fait déjà avec beaucoup de projets en cours. Et les drones notamment. Merci beaucoup Jean-Christophe Lambert. Merci d'être passé par Tech & Co. Et on suit évidemment avec beaucoup d'intérêt Ascendance. Vous restez avec nous, on reste dans l'aviation du futur avec notre prochain invité. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Et nous accueillons maintenant Jérémy Caussade. Bonsoir Jérémy. Bonsoir. Vous êtes le président et cofondateur d'Aura Aero. Vous êtes président donc de cette société donc qui est un constructeur aéronautique basé à Toulouse. Vous êtes un ancien d'Airbus. Vous avez pas mal de points communs d'ailleurs avec notre précédent invité Jean-Christophe Lambert. Vous êtes aussi sur l'aviation hybride électrique. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce que vous faites chez Aura Aero ? Oui, donc Aura Aero est un constructeur d'avions, ce qu'on appelle un néo-prime, et on travaille sur des objets pilotés et non pilotés, civils et militaires, et grosso modo dans la classe des 1 à 9 tonnes au décollage. On a commencé en 2018, on est à peu près 300 personnes, et on est sur deux grands endroits, deux grosses géographies, à Toulouse et également à Daytona Beach aux États-Unis. Très bien. Avec comme objectif quoi ? Vous avez plusieurs projets. On va parler de ERA, qui est cet appareil de 19 places. Vous êtes aussi sur le concept d'avion école électrique. Quels sont ? Vous avez plusieurs projets ? Oui, on a grosso modo deux programmes qui ont été lancés. Un qui sont donc des avions de formation à capacité voltige intégrale disponibles en thermique et en électrique. Donc les thermiques, on les a certifiés, on est en train de les livrer à nos clients. On en va en livrer 15 cette année et 30 l'année prochaine. Donc c'est des petits avions, c'est ça ? C'est des biplaces qui peuvent voltiger. D'accord. Et on a une variante électrique qui vole depuis décembre 2024 et qui, elle, sera certifiée fin 2027 pour des premières livraisons dans la foulée. 100% électrique ? Oui, 100% électrique pour le biplace, alors que notre avion régional, donc le deuxième programme d'Aura, est un avion hybride électrique jusqu'à 19 places. D'accord. Quels sont on va dire le business le plus important pour vous dans les années qui viennent ? Est-ce que c'est justement plutôt cet avion de 19 places dont on va parler, qui est un avion, on va dire, de transport régional ? Est-ce que c'est plutôt les petits avions, ce que vous évoquiez à l'instant ? En fait, l'enjeu chez nous, en tant que constructeur d'avions, avec des gros projets d'usine en parallèle, c'est d'avoir de l'impact. Donc, c'est de développer des programmes qui correspondent à des clients qui vont non seulement les acheter, mais aussi les utiliser et en être contents. Donc, les avions de formation sont extrêmement importants. L'avion régional est ce qui tracte la croissance de la société. Et on a également rajouté une composante défense qu'on a créée il y a peu de temps et qu'on va lancer réellement en France à Eurosatory à partir de lundi, et qui, elle, sera dédiée à vendre les avions que j'ai parlé préalablement dans des versions militaires, mais également s'attaquer au marché des gros drones, pour lequel on a un contrat DGA qu'on a gagné et qui nous engage à un premier vol d'un drone qui s'appelle Mbata avant la fin de l'année. Tous ces conflits mondiaux transforment votre société. On en parlait tout à l'heure avec Ascendance aussi, qui va fabriquer des drones justement pour la défense. C'était dans votre roadmap, ça, au début, lorsque vous aviez créé cette société ou pas ? La roadmap, depuis le début, c'est des enjeux de souveraineté. Donc, c'était réindustrialiser pour décarboner. C'est avoir des usines qui sont capables de faire et des bureaux d'études compétents pour être capables de répondre aux besoins, incluant les besoins de la défense. Donc, la plupart des technologies et des savoir-faire qu'on a ont des applications duales. Un avion régional hybride électrique peut servir à décarboner et à offrir une alternative moderne et plus compétitive en termes de prix pour l'aviation régionale. Mais ça peut aussi servir à avoir une chaîne de propulsion beaucoup plus silencieuse, beaucoup plus discrète, qui, dans le cadre d'un usage militaire, de la défense, peut faire sens. Mais au départ, lorsque vous avez créé votre boîte, vous pensiez à ça ou pas ? Est-ce qu'il y avait une vision justement de clients potentiels pour la défense ? Parce que tout s'est accéléré là depuis l'Ukraine, on le voit avec le conflit en Iran, etc. La réalité, effectivement, c'est que depuis le début, sur Intégral, sur le biplace, c'était pour former des pilotes civils et militaires. Donc cette composante militaire, on l'avait déjà dès les premiers avions de la société. Mais il est en fait avéré qu'à l'époque, on ne pouvait pas être financé en tant que société si on faisait de la défense en tant que telle, alors que maintenant, c'est différent et heureusement. Parlons de ce projet donc d'avion régional hybride électrique. Déjà, est-ce qu'il y a un marché pour ça ? Il y a une vraie demande de la part de clients potentiels d'avoir des avions comme ça qui permettent des navettes de département en département ou de région à région ?
Oui, le marché du régional, alors il y a toujours des grincheux qui vont expliquer que le marché régional peut être remplacé par le train, mais la réalité c'est qu'il y a aucune compétition ou presque entre le train et l'aviation régionale. L'aviation régionale partout dans le monde, c'est une aviation de proximité qui, grosso modo, est capable de relier les campagnes aux villes et les campagnes aux campagnes. Et marginalement les villes aux villes. Et il se trouve que il y a peut-être un côté militant qu'on a chez Aura, mais on est absolument convaincu que l'avenir de nos sociétés, et en France en particulier, c'est pas tout le monde dans les grandes villes. Donc si on veut avoir une équité des chances dans les territoires et avoir la capacité d'avoir de l'activité économique dans les territoires, on doit avoir des moyens. Il n'y a pas que l'avion, mais il y a l'avion dedans, qui doit évoluer avec son temps, qui doit être plus propre, plus safe, plus décarboné, et qui est moins cher aussi au ticket, qui permet du coup de répondre à un besoin qui est mal couvert à l'heure actuelle, voire pas servi du tout, qui est de comment on fait une transversale en France. Je vous laisse le loisir de faire n'importe quelle transversale que vous voulez, de la façade atlantique vers les Alpes et inversement, de Marseille vers Vannes, c'est un enfer en fait. C'est un enfer. Donc, en sortant un peu de la vision très auto-centrée parisienne, on se rend bien compte qu'en fait des besoins pour relier les territoires et les hommes est évident. Et ce besoin-là, il n'est pas qu'en France, il est partout en Europe, il est aux États-Unis et partout dans le reste du monde. Mais quel serait on va dire, le rayon d'action d'un tel avion, par exemple? C'est les lignes régionales typiques, c'est-à-dire en vol de 1 à 2 heures. L'ultra majorité des vols de l'aviation régionale dans le monde, c'est aux alentours de 1h30 à 2 heures de vol. Et donc, si on regarde... À la même vitesse, c'est-à-dire que... À la même vitesse qu'un avion régional, oui, entre 250 et 300 nœuds. Oui, exactement la même vitesse. Sauf qu'à l'heure actuelle, si on regarde les avions régionaux, c'est des avions qui ont été développés il y a fort longtemps maintenant. Donc c'est quoi? C'est des ATR, c'est ça? C'est des ATR, c'est des petits ATR, c'est des BG900, c'est des Metroliner, c'est tout un tas d'avions qui ont eu un peu leur heure de gloire, qui n'ont pas été remplacés. Et la réalité est que maintenant, on a tout un tas de technologies disponibles qui nous permettent d'envisager du coup d'avoir des avions compétitifs et qui permettent du coup aux opérateurs de bien gagner leur vie tout en proposant un prix du ticket compétitif et le tout avec des enjeux de décarbonation massifs. De 80%, c'est ça? C'est ce que vous visez? Oui, c'est ça, jusqu'à 80% en utilisant des SAF, mais on va dire plus de la moitié, plus de 50% d'émissions de CO2 en moins sur un vol typique à comparer à l'avion équivalent qui est un BG900 en l'occurrence. Donc il y a une demande de la part. C'est qui vous demande ça? Ce sont les compagnies aériennes? Ce sont, je ne sais pas moi, les élus locaux qui veulent justement se désenclaver? Oui, c'est un petit peu tout le monde. On a un peu plus de 700 lettres d'intention qui représentent à peu près 12 milliards de dollars de valeur. Donc ça, c'est le carnet de commandes. On a une vingtaine de commandes fermes qu'on a signées ces dernières semaines, mois. Et qui vous commande ça? Et donc c'est soit des compagnies régionales, soit donc un peu partout dans le monde. Ça peut être aussi le client de lancement, c'est la Pan-Européenne, donc un acteur BizJet de Chambéry. Ça peut être aussi des opérateurs cargo, essentiellement en Amérique du Nord. Très bien. Et quand est-ce qu'arriveront ces premiers avions? Écoutez, on développe en même temps le produit, les savoir-faire et l'usine. Et donc du coup, là on est en train de s'apprêter à assembler le premier prototype pour voler d'ici fin 2027. Et donc on a 3 premières mondiales qui vont venir là, dans les 18 mois pour Aura. La première, c'est donc de faire voler le drone mâle avant la fin de l'année. La deuxième, qui est de certifier le biplace tout électrique avant fin 2027. Et dans le même temps, de mettre en vol l'avion régional hybride électrique, tout en ayant 2 usines en cours de construction. C'est un avion qui décolle comme un avion normal ou qui décolle verticalement Non, c'est un avion conventionnel. D'accord, avec tout le confort d'un avion, on va dire, traditionnel? D'un avion moderne, un BG900 n'a pas tout à fait le même niveau de confort qu'un A320 Neo ou qu'un A350 ou comme Dreamliner. Donc, il faut qu'on fasse notre propre révolution pour ce pan de l'aviation régionale. Et il se trouve que c'est le premier pan de l'aviation commerciale à massivement pouvoir se décarboner, donc il faut le faire. Très bien. Écoutez, on va suivre ça de près. Merci beaucoup, Jérémy Caussade, président et cofondateur d'Aura Aéro. Merci beaucoup. Merci. Vous restez avec nous, Tech & Co, la quotidienne. On va attaquer notre dernière demi-heure. Merci d'être là, toujours depuis le Paris Air Forum. À tout de suite. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.
Et on attaque notre dernière demi-heure de ce Tech & Co, la quotidienne, depuis le Paris Air Forum, ici à la Maison de la Mutualité, au cœur de Paris. Et on va faire notre petit débrief spatial avec deux personnalités que vous connaissez, qui viennent nous rendre visite de temps en temps dans Tech & Co. Antoine Meunier est avec nous. Salut Antoine. Salut François. Antoine qui est le rédacteur en chef du site lachroniquespatiale.com et Stanislas Maximin est avec nous aussi. Salut Stan. Salut François, salut Antoine. Salut Stan. Stanislas Maximin qui est le PDG de Latitude. Stan n'est pas journaliste, c'est l'un des acteurs français les plus visibles du New Space avec ton entreprise qui développe, rappelons-le, des lanceurs légers. C'est ça la particularité de Latitude. Est-ce que tu peux nous présenter Latitude ? Absolument. Latitude, on est une entreprise qui existe depuis maintenant 7 ans. On est français, on est basé à Reims. C'est la petite particularité. On est un peu moins de 200. On a notre usine, on a notre propre zone d'essai et on développe des services de lancement en passant par la conception, la fabrication et opérer également nos propres fusées. On est sur la fin du développement, on vise un premier lancement l'année prochaine. Et on a une particularité, c'est que nous, on vise un marché qui est extrêmement mal desservi, qui est le marché des satellites de moins de 200, moins de 300 kg. Les petits satellites. Absolument, mais qui en réalité sont la majorité des satellites commerciaux disponibles au lancement. Parce que, par exemple, les grosses constellations ne le sont pas, elles sont déjà toutes signées actuellement. Et surtout. Et en plus, il y a l'embouteillage. C'est-à-dire qu'en fait, comme il y a très peu de lanceurs, ils ont des carnets de commandes qui sont remplis. Absolument. Et la réalité, c'est qu'on n'a jamais eu autant de lancements disponibles sur la planète. Et pourtant, il n'y a jamais eu autant de temps d'attente pour arriver à avoir son lancement. Et c'est ce qu'on essaie de résoudre avec 50 lancements par an sur la fusée dédiée la moins chère de la planète. On a un concurrent américain qui est Rocket Lab, qui opère depuis des années une fusée Electron. Ça fonctionne très bien, mais on envoie 2 fois plus qu'eux, 300 kg dans l'espace en orbite polaire, et beaucoup moins cher qu'eux également. Antoine, intéressé par Latitude, j'imagine. Bien sûr, c'est quand même la petite boîte qui monte. 50 lancements. Qui monte, on très attend haut. Qui décolle, parce que là, pour Décolle, l'instant. Moi, il y a une question que je voulais poser à Stan, c'est, tu dis 50 lancements par an, mais quel est le marché pour 50 lancements annuels ? En prenant en compte aujourd'hui les différentes zones géographiques, parce qu'on sait très bien que la Chine n'est pas accessible et que le marché institutionnel, par exemple militaire américain, ne l'est pas non plus, en les retirant de l'équation, et les autres potentiellement, et en prenant en compte uniquement les clients qui ont besoin d'avoir accès à des orbites spécifiques, auxquelles ni SpaceX ni d'autres n'opèrent, des orbites mid-incline ou plein d'autres possibilités, aujourd'hui, le marché, il est capable de supporter jusqu'à quasiment 150 lancements par an dès la fin de la décennie. Donc 50 lancements, c'est le strict minimum, sachant qu'aujourd'hui, il n'y a qu'un seul acteur. Et quels sont les acteurs justement qui ont besoin de lancer des satellites ? Des centaines dans le monde et qui opèrent déjà. Et qui se font débrouillent. quoi en fait ? C'est de la surveillance, ça va être des Absolument. télécoms Ouais, de l'observation de la Terre, des télécoms, de la radiofréquence. On a typiquement un contrat avec une société franco-belge qui fait de la détection de brouillage, l'orage de signaux GPS, GNSS comme on dit. C'est parfois très spécifique. Et on a aussi des contrats avec des sociétés un petit peu plus futuristes, mais qui, pour le coup, opèrent déjà, qui font des expérimentations en orbite, c'est-à-dire ils envoient des capsules qui testent des choses, qui fabriquent des éléments en profitant de l'apesanteur et ensuite les ramènent sur Terre. D'accord. Donc, premier lancement commercial visé pour quand ? Stan ? Alors, le premier lancement qu'on va faire en 2027 est un tir expérimental. Donc, il n'est pas commercial en fait, c'est pour voir si tout fonctionne. On n'a personne à bord. On n'a personne à bord. Le premier lancement commercial arrivera une année après. Le temps d'apprendre de ce qui sera probablement pas le plus grand des succès, ce qui est normal. Au premier lancement, on est là pour apprendre. Et une fois qu'on a appris, on fait notre premier tir commercial. Et puis on continue à enchaîner. On a déjà plus de 50 millions d'euros sous contrat avec des options. On a plusieurs dizaines de lancements réservés et un pipe de quasiment 1,5 milliard. Et l'idée, c'est d'avoir combien de lancements par an ? Après, quand on sera en rythme de croisière ? Aujourd'hui, une cinquantaine, qui n'est pas juste histoire de... Donc ça veut dire quoi ? Un par semaine à peu près, c'est ça ? Un par semaine, c'est exactement ça, dépendamment des saisons et des pas de tir. Et potentiellement plus, on commence à se rendre compte que la demande augmente rapidement et qu'il y a une raison aussi pour laquelle on fait autant de lancements par an, au-delà du marché, c'est le besoin client de pouvoir déployer ces constellations en 3 fois moins de temps qu'avant. Aujourd'hui, ça peut prendre des années et nous, on leur propose de faire ça en 6 mois.
Et ça, c'est un avantage commercial énorme puisque ça leur permet d'avoir accès aux revenus et à une rentabilité bien plus tôt qu'ils ne pourraient avec d'autres solutions existantes. Quand tu parles constellation, ça veut dire aussi Iris Carré parmi tes futurs clients? Alors on n'est jamais contre. Iris Carré est une grosse constellation avec des satellites assez volumineux. Donc que vous pourriez quand même malgré tout acheminer ou pas? Certains oui. Pour le moment tout n'est pas clair. Parce que je crois qu'il y aura défini, plusieurs tailles de satellites. Absolument. Dans Iris Carré. Il y aura des petits, des moyens, Voilà. des grands. Donc les petits on peut. Après il y a beaucoup de satellites. Et Iris Carré, ça fait partie des rares constellations comme Amazon Leo, comme Starlink, qui sont des méga constellations, on a besoin d'envoyer des centaines de satellites en orbite. Et là, on a besoin de gros lanceurs dédiés, et donc plutôt des lanceurs qui envoient plusieurs tonnes ou dizaines de tonnes. On peut quand même intervenir sur de l'appoint quand il faut remplir ou remplacer des satellites sur certaines orbites spécifiques, au lieu d'acheter une Ariane 6 par exemple pour 200 kilos. Voilà pour l'attitude. Alors, on va maintenant s'intéresser avec vous deux à l'actualité spatiale du moment. Il y a plein de sujets, mais peut-être commencer par ce qui va se passer l'année prochaine avec ces astronautes européens qui vont se retrouver dans l'espace, avec en plus des stars du spatial français. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui va se passer l'année prochaine, Antoine? Alors, c'est un petit peu inédit, mais avec les annonces qu'il y a eu ces derniers jours, on a jusqu'à 6 astronautes européens qui vont se retrouver dans l'espace. 6 astronautes, 2 Français, Thomas Pesquet, dont ce sera le 3e vol, Arnaud Prost, pour qui ce sera le 1er vol. On va avoir John McFall, qui est l'astronaute britannique de l'ESA, le parastronaute. On aura aussi un Tchèque, là aussi ce sera une première. Et puis on va avoir un Italien à bord d'un vol Artemis, le vol Artemis 3, qui servira à qualifier les procédures d'amarrage entre le vaisseau Orion et les 2 alunisseurs qui sont envisagés. Alors, ils vont aller dans l'espace pour quoi faire, tous ces gens-là? C'est un vol de test. On ne va pas aller sur la Lune. Je tiens à préciser. On va déjà tourner autour de la Terre. En fait, on va refaire plus ou moins de manière schématique Apollo 9. Apollo 9, c'était la mission qui avait permis de qualifier le LEM et le vaisseau Apollo en orbite autour de la Terre, de qualifier l'amarrage entre ces 2 vaisseaux. Là, au cours d'Artemis 3, les astronautes vont faire exactement la même chose. Et on a un astronaute européen qui va participer à cette mission. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces 6 astronautes européens sont positionnés sur 3 programmes différents. L'ISS, la station Heaven 1, qui est le petit module que la société américaine VAST compte lancer dès l'année prochaine. Dont on va parler tout à l'heure, d'ailleurs. Et dont on parlera après. Et bien sûr, ce vol du programme Artemis. Et là, c'est complètement inédit. Jamais il y a eu autant d'astronautes européens qui seront en l'air la même année. Incroyable. Stan, c'est bien qu'il y ait autant d'Européens qui soient comme ça dans l'espace. Il y a malgré tout une petite polémique concernant cette envolée d'astronautes européens. Alors oui, il y a effectivement une petite polémique, des petits grincements de dents qui s'élèvent de la part d'une partie de la communauté scientifique, parce qu'on a quand même demandé au CNES de faire des économies au cours des 3 prochaines années, 300 millions sur 3 ans. Oui, dans cette logique cette logique d'économie, de faire des économies globales au niveau de l'État. Voilà, bien sûr. là, c'est une mission, c'est une demande de l'État français de pouvoir faire voler les astronautes. Mais j'insiste aussi sur un point, c'est un partenariat qui est fait entre l'Agence spatiale française et la société VAST, qui va d'ailleurs implanter son siège européen à Paris au cours des prochains mois. Mais moi, d'après ce que j'ai pu obtenir comme information, on m'a affirmé qu'il n'y aurait aucune mission qui serait impactée à la suite de ces 2 missions. On ne va pas déshabiller Paul pour habiller Jacques. Tu connais VAST, je crois, Stan? Oui, j'ai eu la chance. Tu peux nous les présenter un peu? Oui, VAST est une entreprise. Alors c'est assez particulier. C'est une entreprise qui a été créée il y a quelques années maintenant aux États-Unis, financée par un milliardaire de la crypto-monnaie. Et il y a eu un turning point dans l'histoire de VAST quand VAST a décidé de racheter une société qui s'appelle Launcher, société américaine fondée par Max Haught, qui se spécialisait sur des petites fusées un peu comme les nôtres.
Ce fondateur de VAST a convaincu Max de les rejoindre, de mettre un peu de côté l'activité lancement, même s'ils continuent à développer leurs moteurs, qui sont des très beaux moteurs d'ailleurs, avec un gros héritage ukrainien, et à la place de prendre la tête de la société pour délivrer dès 2027 ce premier module Heaven One de leur station, qui ensuite a pour vocation de s'étendre, un petit peu comme des building blocks les uns avec les autres. Moi j'ai visité, je connais Max depuis un petit moment et j'ai eu la chance de les visiter leur siège à Los Angeles il y a C'est une quelques grosse mois. boîte, Vast. Enfin, c'est une start-up. C'est ou devenu c'est- gigantesque. Alors, moi, le débat start-up à start-up, c'est pas tellement. Oui, ils sont beaucoup. Je ne saurais plus dire combien ils sont, mais plusieurs centaines, Plus de 600. largement. Plus de 600. Merci beaucoup. Plus de 600 personnes. Donc, ils ont tout construit là où ils sont. Et c'est assez extraordinaire. Ils ont accumulé un nombre de compétences au cours des dernières années de manière extrêmement rapide, en étant capable de quasiment tout faire à la maison sur la fabrication, la qualification et les essais de leur station. Quelle qu'en soit la polémique, ce dont je peux témoigner, c'est que j'ai rarement vu des entreprises qui sont capables d'exécuter aussi rapidement que VAST. D'accord. Mais là, pour revenir juste quelques secondes sur cette polémique, c'est que là, ce qu'on peut reprocher, c'est que dans cette période de disette, où évidemment tout le monde serre un peu le cordon de la bourse, on donne de l'argent à VAST pour que ces astronautes européens puissent partir, c'est ça ? Des prestataires qui soient capables de réaliser des modules pressurisés dans le monde, il n'y en a pas tant que ça. Il s'avère que VAST est une société américaine. Oui, parce que la plupart du temps, quand il y a ces expérimentations entre pays, c'est gratuit finalement. Ça fait partie là, d'un programme de recherche. C'est-à-dire que ça ne rentre pas dans ce qu'on appelle l'accord de troc, le barter agreement qu'il y a entre les agences, qui veut qu'on fournisse du hardware, et en contrepartie, on fait voler nos Si on astronautes. prend le cas de Thomas Pesquet dans ses précédentes missions, c'était ça. C'était ça. C'était un partage de connaissances qui fait que Thomas Pesquet est parti gratuitement pour son séjour dans l'ISS. On est d'accord. Mais là, c'est aussi un moyen de maximiser ce qui est fait, le travail de recherche qui est fait à bord de l'ISS, parce que Thomas va retourner sur la station spatiale. Donc c'est du travail supplémentaire, du temps supplémentaire qu'on achète. Je précise quand même qu'on n'envoie pas des touristes. On envoie des gens qui sont entraînés, des professionnels. Ils vont avoir des missions là-bas. Qui ont des missions. Il y a tout de même, il suffit de regarder, ne serait-ce que les dossiers de presse des missions des astronautes. Il y a à peu près une trentaine d'instituts divers et variés qui sont impliqués et qui demandent à participer à des missions spatiales habitées. Donc je pense qu'il ne faut pas non plus polémiquer parce que ça ne sert à rien. C'est stérile. C'est aussi un besoin qui est demandé par les instituts. Stan ? Oui, pour jouer l'antithèse de cette polémique aussi, chacun se fait son idée, mais d'une certaine manière, il faut s'imaginer dans un futur où l'ISS n'existera plus. Ce n'est pas demain la veille que des États se mettront d'accord pour dépenser 300 milliards pour refabriquer une ISS. Quel est le futur à ce niveau-là ? Et je pense là-dessus... Oui, parce que rappelons quand même ce qui va se passer. L'ISS va disparaître, va être... comment dire, désorbité. Alors la date n'est pas toujours... respecté. 31, 32. Voilà, c'est ça. Donc on va désorbiter, il va se détruire dans l'atmosphère, c'est ça, pour après inventer la suite de tout cela, mais d'une manière différente, d'après ce que j'ai compris, c'est ça ? Alors l'idée, c'est de faire des stations plus petites. Il y a des prestataires, donc il y a une compétition lancée par la NASA pour demander à des prestataires privés de créer des structures plus petites que la Station spatiale internationale. VAST va tester donc ce petit module qui va servir à voir ce qui va et ce qui ne va pas. Il y a également Axiom Space qui, elle, doit connecter un module à la station et une fois que la station, on enverra la station dans le Pacifique, ce module sera d'abord déconnecté de la station pour vivre sa vie. C'est-à-dire qu'on est en train de privatiser en quelque sorte complètement. On va dire le futur de l'ISS qui va disparaître, c'est ça Stan, et ce seront des boîtes privées qu'on va payer pour qu'elles puissent installer leurs modules. D'ailleurs, c'est intéressant parce que quand on préparait ce rendez-vous, VAST a aussi, on va dire, une volonté de tourisme spatial. Alors, ça fait partie de leurs nombreux marchés, même si on le voit à court terme, on est sur des activités très professionnelles et de la recherche. Oui, on va vers une privatisation. Maintenant, l'ISS, elle n'a pas été construite
uniquement par des agences spatiales. Elle a été construite par énormément d'entreprises. Le spatial, par nature, fait travailler tout un écosystème. Oui, mais c'était les États qui finançaient. Absolument. En fait. Et là, la différence, en partie en tout cas, c'est que le CAPEX, l'investissement de cette station, est financé par du capital privé et non pas par les États. Je pense que ça ne peut être que positif si la facture totale permet d'être inférieure, d'avoir été financée par des acteurs privés et que ces entreprises convainquent des États à faire voler des astronautes et continuer les activités qu'ils auraient fait sur l'ISS, quoi qu'il arrive, et probablement à des tarifs plus élevés, à la place de les faire sur ces stations-là. L'idée, et ça c'est l'idée qui est maîtresse depuis plusieurs années maintenant, c'est de maintenant sous-traiter complètement l'orbite basse de la Terre au secteur privé, j'entends pour les vols habités bien sûr, de manière à ce que les agences se recentrent sur leur mission d'exploration. Mais quand je dis mission d'exploration, c'est pour le deep space, c'est-à-dire la Lune. Mars, on verra plus tard. J'aimerais qu'on évoque aussi maintenant le prochain vol d'Ariane 6, parce que c'est quand même un événement, ça a l'air de bien se passer, on touche du bois, les précédents vols se sont déroulés parfaitement, avec un client quand même majeur, c'est Amazon, qui est en train de construire sa constellation Léo, qui a aussi des déboires avec New Glenn, on en parlera après. 17 juin, qu'est-ce qui se passe, Antoine ? Ça sera le prochain vol pour Amazon, pour le client Amazon, à peu près une quarantaine de satellites à bord. Et puis 40 satellites d'un coup qui sont largués. Et surtout, on va avoir des nouveaux boosters d'appoint, les P160, qui eux permettent vraiment d'augmenter la charge qu'on va envoyer dans l'espace. Et ça pourra atteindre jusqu'à 22 tonnes. Mais 24. Non. 4 boosters. Il y a 4 boosters. Il y a 4 boosters, oui, il y a 4 boosters. Donc c'est la première fois qu'on utilise ces P160C précisément. Qui permettent quoi en fait d'enlever plus de masse, c'est ça ? Jusqu'à 22 tonnes. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'on envoie 40 satellites. Le précédent lancement, il y en avait moins ? Il y avait à peu près la même chose, mais c'est la première fois qu'on utilise les boosters d'appoint P160. Avant, c'était les P120, qui étaient un petit peu moins performants. Les P160 peuvent envoyer jusqu'à 22 tonnes dans l'espace. Très bien. Donc 40 satellites. Ce qui manque en fait à Ariane maintenant, c'est le rythme de croisière et d'accélérer les lancements. C'est ça, on est d'accord ? C'est en train de monter en puissance petit à petit. Alors c'est vrai que si on parlait de New Glenn a eu un déboire il y a quelque temps, mais ça n'a pas d'incidence. Pour en revenir à Ariane, Ariane doit monter en puissance. On vise, je crois, 8 tirs pour 2026 et arriver à peu près une dizaine de tirs au cours de 2027. Tout à l'heure, j'avais le patron de Maya Space qui travaille justement sur ces lanceurs qui reviendraient sur Terre, en fait, réutilisables. C'est ce qui manque, en fait, non à l'équation Ariane. D'accord ou pas, Stan ? Je te vois te dandiner. Ça va être compliqué de le faire dans un temps court, donc je vais tenter l'exercice. Non, mais vas-y. Est-ce qu'on a besoin de développer la technologie, la réutilisation ? La réponse est oui, en tant que continent ou qu'entreprise. Est-ce que Ariane 6, avec la cadence qu'elle a aujourd'hui, un maximum de 12 par an, imaginez, est-ce que ça ferait sens ? Non. Pourquoi ? La majorité des baisses de coûts sur Falcon 9 n'est pas liée, en tout cas pendant très longtemps, n'a pas été liée à la réutilisation, mais a été liée au design, aux techniques d'industrialisation et à l'internalisation, à une simplification du design également, et avec des technologies robustes, poussées au bout, mais robustes. Et ensuite, la réutilisation est intervenue, pas seulement pour baisser les coûts, même si ça y a participé, mais parce que quand vous faites 120 lancements par an, si vous deviez fabriquer 120 premiers étages, vous allez galérer. Et aujourd'hui, SpaceX galère à fabriquer 120 seconds étages, qui sont plus simples. Il est surtout là l'intérêt. Donc il faut avoir une certaine cadence pour justifier la réutilisation. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas encore à l'échelle. Il faudrait que Ariane 6 lance beaucoup plus de fusées chaque année pour pouvoir envisager le réutilisable. C'est ça ? Absolument. Après, sur le marché du lancement... Et ça serait bien déjà qu'on arrive à maîtriser la technologie. Absolument. Sur le marché du lancement, il y a toujours le débat de l'œuf et de la poule. C'est-à-dire que vous retirez Falcon 9, on n'aurait pas le marché spatial qu'on est aujourd'hui. Falcon 9 a créé et a participé à un développement phénoménal,
également des applications satellites et des satellites actuels. Donc, quand je dis que c'est de l'œuf ou de la poule, on l'a vu, avant que Electron Rocket Lab, première fusée dédiée, opérationnelle, à une belle cadence, existait, personne n'allait à des orbites dédiées, parce que c'était juste impossible d'y aller. Avant Falcon 9, on n'envoyait pas autant de satellites, parce que c'était impossible. Donc, qu'est-ce qui va attirer? Est-ce que c'est la cadence qui viendra en premier? Est-ce que c'est grâce à la cadence que le marché y répondra? C'est des questions à laquelle il est difficile de répondre. Antoine. Personne n'aurait parié sur le modèle économique de SpaceX qui est d'envoyer ce qu'il produit. Donc aujourd'hui, Ariane 6, elle est dimensionnée pour 10 lancements. Allez, 11 lancements annuels. Si tout va bien. Si tout va bien, on pourrait aller plus loin, mais il faudrait des investissements supplémentaires pour augmenter la chaîne de production, même et pas seulement en France, mais aussi en Guyane. Et pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour. Un mot aussi sur les galères de Jeff Bezos. Avec donc New Glenn qui, on l'a vu, et ces images sont carrément spectaculaires, hein, l'explosion avant le décollage de cette fusée qui a provoqué en fait une destruction massive de tout ce qu'il y avait tout autour, etc. Qu'est-ce qui ne va pas chez Amazon, en tout cas dans la partie spatiale de Jeff Bezos? Alors Blue Origin, du coup, Blue Origin. Deux sociétés sont bien séparées. sûr, bien sûr. Les actionnaires d'Amazon ont bien insisté là-dessus lors de la négociation des contrats Surtout en d'Amazon ce Léo. moment. Si ça marche, à mon avis, j'imagine que si ça particulièrement. marchait, ils insisteraient. J'imagine qu'il doit y avoir 2-3 actionnaires qui ont envoyé des lettres avec un petit ton suffisant. Vas-y, si tu veux. Vas-y, commence, je t'en prie. Ce que je peux dire, je ne crois pas qu'ils aient publié les causes. Non, pas encore. Il est, je pense, trop tôt. Bon, c'est pas la première fois que ça arrive à des lanceurs, et c'est peut-être moins surprenant aussitôt dans leur programme que ça a pu l'être sur le vol Amos 6 de SpaceX qui, pareil, a complètement explosé sur le pas de tir. Alors, Falcon 9 est une fusée beaucoup plus petite en comparaison à New Glenn, hein, donc l'explosion n'était pas aussi spectaculaire, même si elle l'était. Ouais, c'est un coup dur, non seulement parce que les États-Unis ne croulent pas sous le nombre de pas de tir disponibles, et que le pas de tir, c'est pas l'infrastructure que vous avez envie de reconstruire tous les 4 matins. Même si, il faut admettre que SpaceX a montré qu'ils étaient capables de refaire des pas de tir en un temps record pour Starship. D'accord. Donc, c'est un Parce peu que là, le double pas de peine. tir a été détruit, a été complètement détruit, c'est ça? Complètement. Là, d'après ce qui a été estimé, il faudra entre 6 à 18 mois au minimum pour tout reconstruire. Ce que je voulais dire tout à l'heure, je me suis un peu emmêlé. En fait, c'est que Amazon, ils ont très bien fait de demander à 3 opérateurs différents de lancer leur satellite. Il y a 3 fusées qui doivent déployer la constellation Amazon Leo. Et l'ennemi juré, notamment SpaceX. Et il y a ULA, SpaceX a été de l'appoint en réalité. Il y a ULA, il y a bien sûr le New Glenn, mais il y a aussi Ariane 6. Ariane 6, elle a un contrat de 18 lancements. On va réaliser le 3e dans quelques jours. Mais tout à l'heure, moi, j'ai posé la question à David Cavaillolès. Il m'a dit, on discute, mais sans m'en dire plus. On ne peut pas... avec le client. J'imagine bien. C'est clair que, pour le coup, quand on regarde ce que fait ULA, Blue Origin et Ariane Group, aujourd'hui, c'est Ariane Group qui délivre sur ce contrat-là. Oui. Et à part acheter de la Falcon 9, qui, je pense, est à la marge, Falcon 9 a fait largement moins de 10 lancements commerciaux en dehors de SpaceX, en dehors de Starlink, pardon, l'année dernière. Je ne suis pas sûr qu'ils aient la volonté de vouloir en plus donner des Falcon 9 en plus pour un compétiteur. Ils ne pourront pas tout absorber non plus, c'est pas possible. C'est ça, c'est-à-dire que le paradoxe, hein, rappelons-le quand même l'histoire, c'est que en fait, Jeff Bezos est en train de construire sa constellation de satellites équivalente et concurrente à celle de Starlink. Et c'est vrai que c'est quand même assez bizarre pour Jeff Bezos de faire appel à Elon Musk, qui est son principal concurrent avec Starlink, pour qu'il lance ses satellites. Oui, c'est paradoxal. Oui. Non, mais c'est dingue, cette histoire-là. Ce qui fait que, en fait, le programme Léo va prendre énormément de retard, non? J'imagine. C'est une bonne question. Ça va dépendre aussi de comment ULA performe. Oui, parce que ULA doit remettre en service son lanceur Vulcan. Là, pour l'instant,
les choses, il n'y a pas d'infos qui transpirent, mais ils peuvent au moins déjà compter sur Ariane 6 qui a prouvé pour le moment sa parfaite fiabilité. Mais bon, à 40 satellites lancés par chaque lancement, et je crois qu'Amazon, enfin Léo, c'est plusieurs milliers. C'est compliqué, quoi. Et c'est là où je te rejoins en fait sur ta première remarque, c'est que Ariane Group va pas tripler sa cadence demain matin. Non. Donc même si demain Amazon Léo voulait commander 10 fusées de plus, sur les 3 prochaines années, ça ne va probablement pas changer le nombre de satellites qu'ils pourront mettre. En fait, c'est une baisse nette par rapport à New Glenn. Leur solution, c'est de remettre New Glenn en service. Alors, il ne faut pas faire l'amalgame aussi entre Blue Origin et Amazon, même si Bezos fait partie des deux, c'est deux entités différentes. Tout à fait, tout à fait. Mais qui sont intimement liés malgré tout. Bien sûr. Mais New Glenn doit quand même aussi revenir très vite en service parce que, outre le lancement d'Amazon, ils sont aussi positionnés avec Artemis pour lancer l'alunisseur Blue Moon. Oui, c'est un client de la NASA. Tout à fait. Finalement. Tout à fait. Donc on pourrait même voir, si jamais le hasard le fait, un Blue Moon sur un Starship, ce qui serait particulièrement rigolo. J'y crois peu. J'y crois peu non plus. Mais bon, j'aime bien la science-fiction aussi. Mais voilà. En tout cas, on se rend compte qu'il y a une vraie appétence pour tous ces sujets. Oui. On le voit avec ce Paris Air Forum. C'est intéressant pour vous d'y être aujourd'hui ici ? Oui. Ouais, absolument. C'est un très beau rendez-vous. On en a plusieurs et le Paris Air Forum fait partie des rendez-vous les plus importants de l'année. Oui. Incontournable. Et demain, on sera à l'Eurosatori. Tiens, Stan, tu y seras aussi ? J'y serai pas demain, mais j'y serai dans la semaine. Et pareil, extrêmement important, le monde évolue et il faut évoluer avec ce monde-là. Voilà, on va parler défense et aéronautique et spatiale aussi. Merci beaucoup à tous les deux. C'était un plaisir de vous avoir dans Tech & Co pour parler de ce sujet inépuisable qu'est l'espace. Merci beaucoup Stanislas Maximin, donc le PDG de Latitude, et Antoine Meunier, rédacteur en chef de lachroniquespatiale.com. Pour terminer ce Tech & Co, la quotidienne, depuis ce Paris Air Forum. Rendez-vous demain à l'Eurosatori, on sera toujours dans ces domaines. Et puis, juste après, ce sera Vivatech, bien évidemment, qu'on vous fera vivre sur BFM Business dans Tech & Co. Très belle soirée et à demain. Salut à tous. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.